Bonjour et bienvenue à cette deuxième visioconférence d'un cycle de 5 événements relatifs à la périnatalité et à la santé environnementale. Je vous rappelle simplement que ce cycle de conférences est organisé dans le cadre du dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, le DRAPS Occitanie, qui est un dispositif entièrement financé par l'ARS Occitanie et porté par l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie qui participe à la journée d'échange régional relative à la périnatalité et à la santé environnementale. On va aborder les impacts de l'environnement sur la période préconceptionnelle et la période des 1000 jours. Je vais accueillir donc deux intervenantes qui nous viennent toutes les deux de la Polyclinique Grand Sud à Nîmes, à savoir Madame Vermelin, Béatrice Vermelin, qui est gynécologue obstétricienne, et Madame Violette Solanas, qui est puéricultrice. Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté ce challenge. En une heure, de nous faire à la fois une présentation sur les différents impacts de l'environnement, mais aussi un témoignage, puisque Violette témoignera de ces actions menées auprès des parents et futurs parents lors des ateliers nesting. Je tiens, avant de laisser la parole à Madame Vermelin, je tiens à remercier tout particulièrement l'ARS Occitanie pour l'organisation de cette journée, l'ensemble des intervenants qui ont bien voulu et qui se sont rendus disponibles pour ces conférences. Je remercie bien évidemment les modérateurs et modératrices, l'intégralité de l'équipe du DRAPS et plus spécifiquement Guillaume Reiss pour l'appui technique qu'il nous offre à chaque conférence. Et un immense merci à Émilie Beck, qui est documentaliste au CREAI-ORS, pour sa patience, son professionnalisme concernant le dossier de connaissances qu'elle a entièrement rédigé avec l'aide et les conseils d'un comité d'experts sur le sujet. Madame Vermelin, je vous remercie d'être avec nous et je vais vous céder la parole. Merci Marie, merci à tous et bonjour à l'ensemble des participants. Donc, je vais commencer tout de suite puisque le sujet est dense. Donc, voilà. Donc, l'impact de l'environnement sur la période préconceptionnelle et des 1000 jours, et on va donner un mot sur l'entretien préconceptionnel. Alors, l'environnement, qu'est-ce que c'est? Donc, au sens large du terme, on peut définir l'environnement comme tout événement extérieur qui impacte l'homéostasie de l'organisme, qu'il soit proche ou lointain, donc incluant les phénomènes climatiques et les catastrophes naturelles également. Alors, dans un sens plus restrictif, l'environnement est tout ce qui est subi ou ignoré et qui va concerner la pollution de l'air, de l'eau, la contamination alimentaire, l'habitat, le lieu de travail, la profession et les loisirs. Donc, on distingue trois types de polluants. Les polluants particulaires, notamment les PM10, 2,5 ou ultra-fines et les poussières. Les polluants moléculaires, qui comprend les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques, naturels ou de synthèse, et les polluants biologiques, concernés par les micro-organismes, les moisissures et les allergènes. On distingue trois portes d'entrée habituelles, comme la digestive, la respiratoire, la porte d'entrée cutanée, auquel on peut rajouter une quatrième, la porte d'entrée placentaire. La liste des produits chimiques est longue, et parmi lesquels on en distingue 1000 à 1500 potentiellement perturbateurs endocriniens. Et les principaux sont notés et on les retrouve essentiellement dans les plastiques alimentaires, dans les polluants atmosphériques et dans la pollution de l'air intérieur, en situation domestique. Alors,
Les perturbateurs environnementaux, on les définit selon 3 critères. Ils doivent avoir évidemment une fonction hormonale auquel est associé un effet délétère avec un lien de causalité entre les deux. Donc évidemment, cette définition est difficile à remplir puisque par définition, ils ont un effet à faible dose et un effet donc retardé, et créer cette association est largement est une grande difficulté. Donc, ils sont aussi classés pour certains CMR, cancérogènes, mutagènes et entraînant reprotoxiques, entraînant une anomalie de la reproduction. Et donc, les caractères spécifiques ont dû vous être donnés hier, donc sur leur caractère ubiquitaire, leur action à faible dose, leur caractère leur action non linéaire, leur caractère différé et leur persistance et leur bioaccumulation et leur caractère lipophile également, et l'effet cocktail. Alors, l'intérêt de cette question, c'est de bien comprendre qu'il existe une susceptibilité interindividuelle qui est variable, donc on est tous différents et on ne réagit pas tous à la pollution environnementale. Et la conséquence de ces expositions sont réversibles ou atténuables par des mesures d'évitement ou des mesures alternatives. Donc, la qualité de l'alimentation a certainement un rôle protecteur démontré. Donc, on peut, en portant cette question à l'ordre du jour, on peut tout à fait être en mesure d'établir une prévention précoce primaire associée à une santé durable. Alors, qu'est-ce que la période préconceptionnelle? Donc, c'est ce moment qui précède la grossesse dès la décision d'arrêter la contraception pour un désir d'enfant. Alors, cette période est d'une durée incertaine qui précède la période de vulnérabilité des 1000 jours. Alors, cette période préconceptionnelle peut être élargie et inclure le concept de santé reproductive. Donc, la santé reproductive inclut toute l'historique du développement structurel et fonctionnel des organes génitaux et durant toute la vie. Donc, on peut pertinemment se poser la question de quel fœtus et de quel bébé on a été, quelle enfance, quelle puberté, quel antécédent et quelle pathologie des organes génitaux on a eu. Alors, prendre conscience de son désir de parentalité et préparer la grossesse devient aussi nécessaire que préparer la naissance. Pourquoi? Comment? Avec quels outils pour aider au changement, pour un accompagnement global? Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, l'entretien préconceptionnel a été défini par l'ARS en 2009 et comme suit. Donc, dès lors qu'ils expriment un projet de grossesse, toutes les femmes et les couples devraient bénéficier en période préconceptionnelle des informations et des messages de prévention et se voir proposer des interventions adaptées si besoin. Cet ensemble d'actions peut favoriser le maintien ou l'amélioration de la santé de toute femme en âge de procréer et permet d'éviter d'éventuelles complications obstétricales. Alors, l'évolution de ce point de vue depuis 2009 a été la mobilisation des professionnels de santé et de la société civile devant cette question de santé environnementale et périnatalité, et l'attention a été portée vers l'état de santé de l'enfant à la naissance. Donc, on se souvient de l'appel de la FIGO en 2015. Alors, pourquoi un entretien préconceptionnel? Déjà, parce qu'il existe une augmentation des troubles de la fertilité. L'infertilité étant définie comme une absence de grossesse au-delà de 1 an de rapport régulier sans contraception. Donc, ça concerne 15% des couples qui consultent en PMA. Un enfant sur 30 est né par procréation médicalement assistée, et les causes d'infertilité sont multiples, multifactorielles et intriquées, et on estime qu'il y a 15 à 40% d'infertilité inexpliquée pour lesquelles on implique le rôle de l'environnement. Alors, la dernière étude Épopée en 2016
a permis de montrer qu'il existe une augmentation d'antécédents d'accidents en obstétrique chez les multipares, qui passe de 12,2% en 2010 à 14,8% en 2016. La prochaine étude aura lieu en 2021 et je suis curieuse de voir un petit peu quelle va être l'évolution. Les antécédents d'accidents obstétricaux, ce sont les antécédents de mortalité in utero, les antécédents de mortalité néonatale, l'accouchement prématuré et les enfants de petits poids de naissance. Donc, on constate aussi 15 000 prématurés en plus en 2015 par rapport à 1995, et il existe un peu moins d'un enfant sur 10 qui naît avec un retard de croissance intra-utérin ou un petit poids de naissance. Les gestes en réanimation en salle de naissance sont plus nombreux, ainsi que les transferts, sans qu'on sache effectivement dire pourquoi. Il y a aussi une augmentation des troubles du neurodéveloppement de 5 à 10% selon les définitions données, et moins d'une femme sur 50 subit des violences conjugales au cours de la grossesse. Alors, il existe un recul de l'âge de la parentalité qui est à 30,7 ans en 2019, et le recul de l'âge est un facteur de risque le plus délétère sur la fertilité et la procréation. Donc, ce qui veut dire qu'il est nécessaire d'interroger ces modes de vie et de repérer les facteurs de risque modifiables et préjudiciables à la qualité des gamètes et au processus de fécondation, au déroulement de la grossesse et au développement embryofœtal et au devenir de l'enfant. Alors, l'entretien préconceptionnel permet d'aborder les différents facteurs qui concernent l'hygiène de vie. Donc, ces facteurs de risque sont multiples et volontiers intriqués. Donc, on peut voir que les déséquilibres alimentaires par les carences ou par la contamination par les perturbateurs endocriniens et les toxi-infections alimentaires, donc représentent un pool quand même important à considérer en préconceptionnel, ainsi que le poids. Donc, il est à noter que en 2016, donc selon l'étude Épopée, il y avait 12% de femmes obèses enceintes et 20% de femmes en surpoids, et le poids n'est pas sans conséquence sur le déroulement de la grossesse et de l'accouchement. On a aussi les addictions à l'alcool, au tabac, aux médicaments et aux drogues, la pollution extérieure, la pollution domestique, la pollution de l'air intérieur, et avec l'usage des cosmétiques, des produits d'entretien, tout ça renferme des produits chimiques, des produits perturbateurs endocriniens, œstrogéniques et thyroïdiens. Le stress également a sa part à jouer, ainsi que l'activité physique irrégulière ou la sédentarité, le sommeil et la chronobiologie, et les ondes électromagnétiques et la lumière bleue. Alors, améliorer son environnement, diminuer son exposition aux perturbateurs endocriniens, modifierait-elle les trajectoires de vie? Donc ça, c'est vraiment la grande question, et on peut espérer qu'on peut en tout cas améliorer la santé de nos enfants et de la société future en conséquence. Donc, tout cela nécessite une éducation à la santé reproductive et va concerner tous les couples en âge de procréer. L'écueil, c'est évidemment le risque anxiogène et aussi comment toucher donc les plus fragiles. Alors, il faut savoir qu'un tiers des grossesses sont inattendues, 6 sur 10 d'entre elles évoluent vers l'avortement spontané et l'interruption volontaire de grossesse, et une femme sur 500 présente un déni de grossesse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'entretien préconceptionnel retrouve ses bases sur l'hypothèse de Barker, qui a été donc éditée en 1986, la théorie de programmation fœtale et le phénotype d'épargne, qui a débouché sur le concept épigénétique, et la DOAD et l'initiative des 1000 jours initiée par l'OMS avec l'UNICEF. Alors, la demande d'information est en augmentation, mais elle reste quand même marginale. Elle possède quand même
un caractère anxiogène. Il existe un réel effort citoyen et un partage des connaissances, mais globalement, on n'a pas encore de recommandations officielles réellement structurées, mais c'est en train de se mettre en place. Alors, on va voir maintenant l'impact des différentes expositions sur la fertilité et la période préconceptionnelle. Donc, il y a bien évidemment des professions à risque accru d'exposition, comme par exemple les professions agricoles aux pesticides. On sait que les pesticides entraînent une altération de la qualité du sperme avec une fécondabilité diminuée. Les professions les plus exposées aussi au bisphénol et au phtalate, on peut retrouver dans leur histoire gynécologique des pathologies de type OPK, des ovaires polykystiques, de l'endométriose ou des fibromes qui ont leur part à jouer dans la difficulté de procréer. La pollution de l'air ambiant par les particules fines, le carbone suie, le carbone organique et les NOx ont un lien direct avec la qualité du sperme. Donc, on constate une diminution de l'efficacité en fécondation in vitro, une diminution de la durée de vie reproductive chez la femme, et les sources de pollution sont représentées par le trafic routier, l'industrie, et au niveau domestique par la combustion de charbon, de pétrole ou de biomasse. Alors, le tabac représente le toxique numéro 1, c'est le perturbateur endocrinien le plus dangereux. Il comporte 4000 substances toxiques, dont 40 cancérogènes. Donc, il entraîne une fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. La nicotine entraîne une asténospermie. Le plomb, le cadmium contenu dans la fumée de cigarette entraîne des oligoasténospermies. Et le tabac, chez l'homme, diminue la fécondabilité et augmente aussi le risque d'avortement spontané. D'ailleurs, en PMA, on observe une diminution du taux de grossesse clinique par cycle, une diminution du taux de naissance vivante par cycle, et en FIV et en ICSI, les performances sont nettement inférieures quand le père fume par rapport au non-fumeur. La femme qui fume diminue sa fertilité en fonction du nombre de cigarettes fumées. Donc la nicotine modifie la glaire cervicale, trouble l'activité ciliaire des trompes, accélère la diminution de la fertilité liée à l'âge, et le tabac comporte un impact négatif à tout niveau de la gamétogénèse à l'enfant. L'intérêt du sevrage est que ces anomalies sont réversibles dans les 3 mois. Alors, le cannabis n'est pas forcément la consommation de cannabis n'est pas forcément toujours avouée, et elle entraîne des troubles du comportement alimentaire, impacte la maturation ovocytaire et altère le sperme et la fonction mitochondriale des spermatozoïdes. On estime le risque de développer une tumeur testiculaire non séminomateuse à près de 2 fois et demi le risque. Il y a également des retards de croissance intra-utérin, un risque d'accouchement prématuré supérieur et des troubles du neurodéveloppement touchant la cognition, le comportement et la mémoire. L'obésité, l'adiposité et l'alimentation ont un rôle à jouer à travers le stress oxydant qu'ils engendrent au niveau systémique en activant une réaction immunitaire chronique, au niveau du tissu adipeux en produisant des cytokines pro-inflammatoires, et au niveau local, au niveau du tractus génital, au contact des gamètes et au contact du fœtus, il y a un stress oxydatif accru et aussi une diminution de la capacité antioxydante. Donc ce stress oxydant va altérer aussi la microcirculation locale et altérer la quantité et la qualité des gamètes, et donc produire par effet épigénétique des altérations chromatiques qui va altérer le pouvoir fécondant. Les mitochondries seront également altérées dans leur fonction, et tout cela aura un retentissement sur le développement embryonnaire et sur les troubles de l'implantation. Et
par la suite aussi le développement de la grossesse et le développement fœtal. L'alcool étant le toxique numéro 2 et touche aussi bien la fertilité masculine que féminine, et l'alcool a un impact sur l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, sur l'utérus et les ovaires, et au niveau du sperme, il y a une toxicité directe sur les cellules de Leydig et de Sertoli, entraînant une oligoasténokératospermie. Et cette imprégnation alcoolique chronique peut entraîner un arrêt de maturation dans 52% des consommateurs, voire dans 11% des cas, ce qu'on appelle un syndrome de Sertoli cells only. On a également une atrophie testiculaire si l'alcoolisation est supérieure à 80 grammes par jour, ce qui représente 1 litre de vin à 10 degrés, un demi-litre d'apéro à 20 degrés et un quart de litre d'alcool à 40 degrés. Donc, la réversibilité est totale à l'arrêt de la consommation, d'où l'intérêt du sevrage. Donc, une remarque intéressante au niveau de l'alcoolisme chronique chez l'homme. Donc, je définis l'alcoolisme chronique se définit par 3 verres de vin quotidien chez l'homme et par 2 verres chez la femme. Donc, en cas d'alcoolisme chronique chez l'homme, il existe une déméthylation des régions d'ADN qui sont normalement hyperméthylées et qui sont soumises à empreinte parentale. Donc, c'est dire déjà que l'importance de la qualité des gamètes pour l'obtention d'un enfant entre guillemets de bonne qualité. Donc, les médicaments ont aussi leur rôle à jouer. Donc, on connaît des tristes exemples. Les derniers en date sont les médicaments anti-épileptiques. Donc, il existe une législation différente concernant la sécurité alimentaire et la sécurité des médicaments. Donc, il faut savoir que la pilule, au-delà de 3 ans d'utilisation, peut entraîner des déficits micronutritionnels en vitamines essentiellement du groupe B, B2, B6, B9, B12, et elle va impacter les besoins en vitamine C, en vitamine E, en zinc et en sélénium. Donc, il y a aussi l'effet des excipients, comme les édulcorants et les parabènes, et le E171 qui est représenté par le dioxyde de titane, qui fait polémique actuellement en raison de sa composition de nanoparticules. Alors, en ce qui concerne la grossesse, donc la grossesse étant la première étape des 1000 jours, donc c'est un moment de grande vulnérabilité à l'exposition environnementale, du fait de la grande dynamique de croissance, de la plasticité importante et des mécanismes épigénétiques. Alors, ces mécanismes épigénétiques sont de toute manière obligatoires dans le développement embryonnaire, puisque ce sont eux qui vont permettre de donner, d'informer sur la destinée des cellules. Donc, ces mécanismes sont complexes, sont très précis, très réglés dans le temps, et toute perturbation à ce niveau va modifier les signaux d'information, et ce qui explique les retentissements très précoces de l'exposition aux polluants de l'environnement en tout début de grossesse, d'où l'intérêt de cet entretien préconceptionnel. Alors, il existe 3 périodes d'exposition différentes dans ses conséquences. Donc, dans les 14 premiers jours de la grossesse, c'est la loi du tout ou rien. Au premier trimestre de la grossesse, donc le risque d'avortement spontané et le risque malformatif est majeur, et il est lié au moment d'exposition et à la nature de la molécule. Au 2e et au 3e trimestre, les anomalies fœtales sont plutôt fonctionnelles ou de structure plus fine. Alors, les expositions in utero consistent en une véritable agression fœtale, favorisant aussi, à l'âge adulte, un surrisque de maladies non transmissibles. Et l'exposition aux polluants de l'environnement dérégule une vingtaine de gènes au niveau en intra-utérin. Le placenta
c'est une barrière perméable aux agents infectieux, médicamenteux et aux polluants par diffusion passive le plus souvent. Et le placenta a une activité antioxydante réduite, ce qui explique aussi le risque de l'atteinte fœtale. Alors, voici les périodes critiques pour l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, les gonades sont effectivement touchées très tôt au cours du développement, les glandes mammaires également, avec une nouvelle empreinte vers la fin de la grossesse et à l'adolescence, bien sûr. Donc, les glandes endocrines sont particulièrement touchées, avec notamment la thyroïde qui peut être impactée tout le long de la grossesse, les surrénales également, et la différenciation sexuelle du cerveau aussi. Donc, on voit que les ovaires, la prostate également, et l'appareil reproducteur masculin est particulièrement touché de la vie intra-utérine jusqu'à la puberté, jusqu'à l'adolescence, voire même à l'âge adulte, en ce qui concerne la spermatogenèse. Alors, voici une diapo qui vous précise l'impact surtout sur la neurogénèse et le neurodéveloppement des différents perturbateurs endocriniens qui sont ubiquitaires, qu'on retrouve partout dans notre environnement domestique et dans notre environnement professionnel. Ce sont essentiellement donc les phtalates, les retardateurs de flamme, les pesticides, les perfluorés et les bisphénols, et aussi les métaux lourds comme le plomb, le mercure, les comment dire les perchlorates, l'arsenic également. Et tout ça a été clairement démontré par les travaux de Barbara Domenex, où tous ces perturbateurs endocriniens de l'environnement agissent sur l'ensemble de la voie de signalisation androïdienne qui sont essentielles à la neurogénèse, et cette neurogénèse est dépendante des hormones thyroïdiennes de l'air et de son environnement, bien sûr, jusqu'au moins 20 semaines de grossesse. Mais de toute manière, l'équilibre thyroïdien intervient sur la grossesse entière. L'impact des différentes expositions sur la grossesse et le développement embryofœtal. Donc, il y a bien sûr ces expositions professionnelles avec des expositions à haut risque qu'il faut savoir rechercher, comme les professions agricoles, les professions de la santé également, les professions qui touchent à l'esthétique, les coiffeurs et les masseuses aussi. Donc, les professions de bien-être, hein, l'exposition domestique et l'exposition aussi en fonction du lieu d'habitation. Donc, si on habite à proximité d'un axe routier ou à proximité d'industries qui donc exposent plus particulièrement à certains polluants. Donc, également, les habitations à proximité de cultures agricoles sont aussi exposés à l'impact des pesticides. Donc, ceci explique qu'il existe de nouvelles inégalités en matière de santé. Alors, voici un exemple d'occupation des locaux avec l'origine et la nature des polluants qui peut être présents dans nos logements, et on peut s'apercevoir qu'ils sont en fait très divers et variés et qu'ils recoupent toutes les sources de polluants, que ce soit les poussières, les particules, les produits chimiques et les biocontaminants. Alors, tous ces polluants atteignent différents systèmes, les systèmes essentiellement reproducteurs avec le syndrome de dysgénésie testiculaire qui comprend le micropénis, les hypospadias, les ectopies testiculaires, avec une augmentation donc du cancer du testicule et de l'infertilité masculine. Ça touche le système immunitaire avec l'augmentation de l'allergie, le métabolisme avec l'augmentation des maladies non transmissibles, le système nerveux central avec les développement, les malformations au premier trimestre et les arrêts de grossesse qui peuvent toucher tous les trimestres de la grossesse.
Alors, voici un tableau résumant l'impact des perturbateurs endocriniens avec d'un côté leur source et de l'autre côté l'impact sur les glandes endocrines et leurs effets sur la fertilité, l'activité métabolique et la cancérogénèse. Alors, on a un exemple in vivo de perturbateur endocrinien qui est le triste exemple du distilbène. Donc, on sait que les mères ayant reçu du distilbène ont une augmentation du cancer du sein. La première génération a présenté une anomalie morphologique de l'utérus et du vagin avec une augmentation du risque des cancers vaginaux. La première et la deuxième génération présentent un syndrome de dysgénésie testiculaire avec une augmentation des atrésies œsophagiennes et des troubles musculo-squelettiques, des troubles du neurodéveloppement, des troubles psychiatriques et des anomalies de la cavité buccale. Donc, le stress impacte également le neurodéveloppement fœtal, voire les travaux de Glover ou de Sonia Lupien. Ce stress n'est pas suffisamment pris en compte au cours de la grossesse et le stress chronique toxique a un impact sur la neurogénèse et le neurodéveloppement qui est tout à fait confirmé. Alors, l'exposition au bruit entraîne une autotoxicité fœtale ainsi que l'exposition aux ondes ionisantes et aux expositions aux ondes électromagnétiques. Il y a peu de données, voire des données contradictoires, donc le principe de précaution et de mise. Le tabac chez la femme entraîne un risque multiplié de GU, d'avortement spontané, d'accouchement prématuré, de retard de croissance intra-utérin, d'hématome décidual basal, d'hématome rétroplacentaire, de troubles de neurodéveloppement, avec une augmentation du risque de malformation labiopalatine, surtout si l'association avec des carences en vitamine B9 et B12 est présente, des anomalies digestives et des anomalies de fermeture du tube neural. Donc, il faut savoir que une cigarette fumée diminue de 10 à 20 grammes le poids fœtal à terme. Donc, le tabagisme passif a aussi un impact, c'est quand même assez connu. Hein. Donc, on a des accouchements prématurés, des morts subites du nourrisson, de l'asthme, des infections et une augmentation du cancer à l'âge adulte. Les particules fines impactent aussi la durée de la grossesse et le poids de naissance est à l'origine de mort in utero. Le sevrage par nicopatch n'est pas contre-indiqué et la cigarette électronique pose encore question. Alors, l'intérêt chez les fumeuses est de supplémenter, pour celles qui n'arrivent pas à arrêter, en magnésium. Le magnésium diminue le passage transplacentaire au plomb et au cadmium et la supplémentation en zinc a un rôle protecteur contre le plomb et le cadmium. L'alcool est une cause importante de handicap mental et social non génétique. Sa tératogénicité est confirmée. Donc, on voit les périodes de développement des organes et l'impact de la sensibilité aux expositions à l'alcool. Donc, on voit que le système nerveux central est impacté tout au long de la grossesse. Le cœur, les bras et les yeux, donc les dents, le palais, donc sont concernés par la toxicité de l'alcool. Donc, l'accouchement, donc on a pu observer l'impact des consommables et des dispositifs médicaux qui délivrent leurs perturbateurs endocriniens à partir de nos produits de consommation en phtalates, hein, qui sont composés de phtalates. Et la grande question actuellement qui n'est pas encore actualisée, c'est la question de l'impact de la médicalisation de l'accouchement physiologique sur l'équilibre hormonal du processus de naissance. Donc là, je parle bien de l'accouchement physiologique et qui est en relation avec la recommandation numéro 12 de l'IHAB qui précise que pendant le travail et l'accouchement, adopter des pratiques susceptibles de favoriser le lien mère-enfant et un bon démarrage de l'allaitement. Alors pour les enfants, donc jusqu'à 2 ans, l'impact de l'environnement est majoré par kilo de poids. Les enfants mangent plus, boivent et respirent plus qu'un adulte. Il existe aussi une immaturité de ces organes, donc une moins bonne détoxification et une croissance et un développement rapide, et ainsi qu'une petite taille, donc qui les rapproche du sol. Et au niveau du sol, on a bien sûr
une densité de polluants beaucoup plus importante. Donc, ces effets vont se rajouter à son exposition prénatale et entraîner la séquence allergie alimentaire, dermite atopique, asthme, une augmentation des cancers de l'enfant, une augmentation du risque des leucémies, surtout s'il y a eu une exposition parentale à des insecticides ou des herbicides ou à des ondes électromagnétiques basse fréquence. Alors, on constate aussi des troubles du neurodéveloppement, des apprentissages, des dépressions, et on retrouve bien sûr encore le rôle des perturbateurs endocriniens, thyroïdiens et la pollution de l'air. Le chlorpériphos, qui est un pesticide organophosphoré, peut entraîner une microcéphalie, des troubles du neurodéveloppement, une infertilité, des cancers du testicule, de la prostate et du sein, et ainsi la boucle est bouclée. On constate 1500 nouveaux cas de cancer infantile par an. Le problème des écrans, donc, il comporte un caractère addictif. On découvre des troubles de santé mentale liés à l'utilisation inadaptée des écrans, avec des troubles du comportement, de dépression et des idées suicidaires. Et donc, la lumière bleue impacte également la chronobiologie. Donc, les recommandations sont d'avoir un usage beaucoup plus conscient et raisonné de ces écrans. Alors, et on constate également une augmentation des maladies non transmissibles à l'âge adulte, donc liées à cette période des 1000 jours, avec bien sûr une augmentation du diabète, de l'obésité, de l'infertilité, des dysthyroïdies, des cancers hormonodépendants et des troubles hormonaux. Quelle place à l'entretien préconceptionnel? Donc, cet entretien est peu connu du grand public. Il est pratiqué, voire réservé, entre guillemets, au parcours PMA. On est tous concernés par cet entretien préconceptionnel, donc on pourrait le généraliser à tout couple en désir d'enfant. Il existe une extrême variabilité dans l'acceptation de cette démarche où on constate que les gens peuvent être dans leur bulle de confort et leur demander de dépasser un petit peu cette zone de confort, c'est problématique pour eux. Pourtant, il y a des solutions simples et peu onéreuses qui peuvent être facilement mises en place. Alors, les actions de prévention au niveau local et régional sont présentes. On en dénombre 330 et une initiative intéressante, c'est l'exemple de la chambre pédagogique. Donc, on a également des sources d'informations sur le site de l'ADM au niveau des écolabels et des applications sur smartphone. Alors, voici un exemple de fiches éditées par l'ASEF en association avec l'URPS de la région PACA, donc qui sont tout à fait possibles à télécharger sur le site, avec notant la manière de se protéger au quotidien de la contamination chimique et perturbateurs endocriniens. Donc, elle est bien faite, suffisamment informative pour prendre les bonnes décisions. Alors, la place de l'entretien préconceptionnel, c'est une fenêtre d'opportunité pour anticiper la fenêtre de vulnérabilité des mi-jours. Donc, c'est une consultation de couple qui est différente de la consultation médicale classique. Elle se passe en plusieurs temps, qui peut se décomposer en temps d'atelier et en temps de consultation personnalisée avant la conception. Alors, la précocité des interventions entraînerait-elle un changement des trajectoires de vie de l'enfant? C'est une question qui mérite réponse. Donc, en couplant les connaissances acquises en macro-micronutrition, en santé environnementale avec l'hygiène du couple, on peut peut-être établir un meilleur environnement pour le développement en périnatalité. Donc, repérer ces facteurs de risque modifiables, par exemple par la description d'une journée type de travail, de repos, de loisirs, du lever au coucher et des informations sur la qualité de sommeil, recueillir la narration, établir les priorités d'action avec le couple et utiliser, si besoin, des questionnaires. Ah ouais, d'accord.
Donc, le questionnaire, c'est un questionnaire sur lequel on avait travaillé, donc il est bien sûr illisible, mais au moins, ça permet de voir un petit peu la densité du travail que l'on peut avoir à faire en préconceptionnel. Donc, informer des risques sur la variabilité des interindividuels, sur la variété des effets, sur l'importance des systèmes touchés et sur cette notion de réversibilité en fonction des bonnes attitudes et des bons gestes à adopter. Donc, expliquer les enjeux, donner du sens et de la cohérence, le choix des moyens correctifs de réduction ou des alternatives. Donc, accompagner selon le choix, priorisé par le couple en vue d'un changement. Donc, l'outil pour aider au changement peut être, par exemple, la méditation pleine conscience avec le modèle de MBSR qui a apporté ses preuves sur la gestion des problèmes alimentaires, le stress, les troubles du caractère avec l'impulsivité et la réactivité, sur la douleur et sur les addictions. Et le programme MBCP qui dérive directement du programme MBCR, qui est un programme d'accompagnement à la naissance et à la parentalité basé sur la mindfulness, qui comprend 9 séances, peut être utile pour accompagner les patientes vers leur rôle de parents. Donc, cette pratique de MBCP est basée sur une pratique attentionnelle, basée sur une concentration sur la respiration, et la pleine conscience permet de prendre conscience, d'être attentif à ses émotions, ses pensées, ses ressentis dans l'instant présent, de manière délibérée et sans jugement. Donc, développer donc cette qualité d'attention, eh bien, en utilisant son lien corps-esprit, peut être une réelle opportunité, un bon outil en tout cas, pour commencer à s'interroger sur ses modes de vie et à apporter une attention et une amélioration pour le devenir de sa famille. Donc voilà le parcours en maternité. Donc c'est pas un parcours linéaire, hein, donc il commence effectivement avant la conception, et l'entretien préconceptionnel est une première étape du parcours santé en périnatalité. Voilà, merci. Ok. Bien, je vous remercie beaucoup Béatrice. Nous nous excusons vraiment pour voilà, les petits soucis de son qu'on a pu rencontrer. Encore une fois, on teste ces outils à distance et on voit qu'ils ne sont pas toujours fiables. Comme quoi, il est aussi très important de se voir en vrai, en présentiel. C'est voilà, c'est autre chose, on en convient. Merci beaucoup Béatrice d'avoir construit cet exposé sous forme de parcours, puisqu'on a pu voir les différents impacts de l'hygiène de vie, des produits consommés, des ondes, des écrans, à la fois sur la fertilité, mais aussi sur le développement du fœtus et aussi du jeune enfant. Donc c'était vraiment très clair. Je pense qu'on a bien approfondi en tout cas les éléments qui nous ont été présentés hier par Nicolas Nocard, voilà, qui a pu retracer l'historique un petit peu de ce pourquoi on s'intéresse de plus en plus à la santé environnementale. Merci d'avoir éclairé nos lanternes et d'être allé un peu plus en profondeur sur ces questions-là. Je note tout particulièrement que tout cela n'est pas irréversible, comme vous l'avez bien répété à plusieurs reprises, et que quand on améliore sa qualité de vie, son hygiène de vie, effectivement, les choses peuvent retrouver un cours un peu plus sain, et notamment en termes de fertilité, ce qui est, somme toute, très important. On va passer peut-être à quelques toutes petites questions avant de passer la parole à Violette. Je me suis notée, en tout cas dans le chat, j'ai pu noter quelques questions relatives à votre exposé, Béatrice. Est-ce que vous pourriez nous repréciser ce qu'est le concept de Barker, s'il vous plaît? La théorie de Barker. Oui, tout à fait. Barker, c'est un épidémiologiste anglais
qui a été le premier à mettre en évidence les liens entre les pathologies à l'âge adulte et le poids de naissance. Donc, il s'est aperçu dans la population qu'il a étudiée, ce sont des personnes qui étaient nées à une époque où l'Angleterre avait connu une famine, et donc ils étaient donc impactés par les carences nutritionnelles de la mère au cours de leur gestation, de leur vie intra-utérine, avec des poids de naissance inférieurs à la normale et cette augmentation de maladies métaboliques et cardiovasculaires à l'âge adulte. Donc, ça a été le premier à mettre en évidence ça. À partir de là, il y a eu des recherches qui ont été effectuées et qui ont conduit au concept de phénotype d'épargne, de programmation fœtale et d'études en études épidémiologiques et d'études chez l'animal. On a pu mettre en évidence tout le process moléculaire, biologique qui était mis en action à travers ça. Donc, on a donc pu identifier tous les mécanismes qui peuvent venir modifier une voie de signalisation hormonale. Après, donc, s'est développé le concept de la DOAD et l'appel de la FIGO en 2015, les 1000 jours de l'OMS en 2015 également. Donc, tout découle des premiers travaux de Barker. D'accord. Est-ce que vous pourriez repréciser ce que vous entendiez sous le terme de phénotype d'épargne? Alors, le phénotype d'épargne, c'est quand c'est l'adaptation fœtale à un univers agressif. Donc, il va s'adapter de cette manière-là. Et quand il va arriver dans un monde où, en fait, il y a moins d'agression, où c'est confortable, eh bien, ça va le rendre inadapté à l'adaptation à ce nouveau milieu qui est moins agressif ou oui. Voilà. Enfin, donc, il s'adapte de manière économe à une situation où il rencontrera moins de restrictions par la suite. Très bien. On en entend de moins en moins parler, mais on en a beaucoup parlé à une époque, l'impact du plomb justement sur ces questions. Pourquoi finalement on en entend de moins en moins parler, et puis si vous aviez quelques points de repère à nous spécifier. Alors, le plomb, on en a parlé pendant très longtemps parce qu'il y avait cette problématique du plomb qui était émis dans les pots d'échappement, donc à cause de l'essence. À partir de là, on a pu mettre en place des essences sans plomb. Mais la problématique du plomb existe encore, hein, parce qu'il existe encore des vieilles maisons qui ont des vieilles peintures au plomb, des tuyauteries encore en plomb, des sites industriels qui contaminent les zones par le plomb. Donc, ça existe encore. On en parle moins parce que c'est peut-être moins crucial, mais l'intoxication au plomb existe aussi dans certaines professions, comme les céramistes. Hein. Ouais. Donc, il faut toujours l'avoir à l'esprit parce que le plomb, c'est vraiment un neurotoxique qui est extrêmement puissant. Hein. Merci pour ces précisions. Une question d'une coordinatrice de CLS. Ce que vous présentiez sur les effets du cannabis sur la fertilité, est-ce que les études ont été réalisées à partir d'un mélange tabac-cannabis ou seulement cannabis pur? Et si jamais c'est le mélange tabac-cannabis, comment peut-on finalement isoler la part de l'un et de l'autre? Ben là, je ne peux pas répondre à cette question. Hein. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où déjà on utilise, on consomme du cannabis, on consomme aussi d'autres toxiques, donc c'est difficile de faire la part des choses. Mais bon, effectivement, après, on a des études animales qui peuvent expliquer aussi l'impact du cannabis de manière isolée sur un organe précis. Je pense qu'effectivement, ça a plutôt été conduit sur un mélange tabac-cannabis. Souvent, c'est souvent l'association hein, des consommateurs. Hein. Les effets. Donc, c'est compliqué.
Tout à fait. Une demande de précision aussi, Madame Vermelin, ce que vous entendiez par les troubles de l'apprentissage SSA. Ah, c'est syndrome du spectre autistique. Autistique, voilà. Mmh. Merci pour cette précision. Une question dans le chat. Quels sont les professionnels qui mènent actuellement des entretiens préconceptionnels? Est-ce que ce sont uniquement les gynécologues ou… Alors, comme il n'y a rien de bien défini, chacun, peut faire sa sauce à sa manière, je dirais ça comme ça, et ça touche essentiellement, ça en fait, ce sont les professionnels de première ligne qui sont les plus, qui devraient être les plus compétents sur cette question-là. Donc ça peut être les médecins généralistes, les, sages-femmes. Il y a certaines puères qui commencent à s'installer en libéral, donc il y en a pas beaucoup, mais j'en connais une, et tout ça, peut être amené par ces professionnels de santé et bien sûr les gynécologues. Mais bon, et ça c'est, praticien dépendant, et il y a aucune directive qui nous impose à faire une consultation préconceptionnelle. Elle n'est pas obligatoire et c'est au bon vouloir de chacun, en fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que les généralistes puissent réaliser des entretiens préconceptionnels? C'est tout à fait possible, bien sûr, bien sûr. Très bien. Mmh. Seulement, comme vous le disiez… Même les pharmaciens, hein, moi je vois aussi la place des pharmaciens Ouais. dans ces entretiens-là, et les pharmaciens sont aussi bien placés pour, offrir des alternatives, médicamenteuses, parce que la plupart des pharmaciens sont formés à la micronutrition, à la nutrition. L'enseignement de la nutrition est valorisé en pharmacie, ou de la phytothérapie est valorisée en pharmacie, mais pas en médecine. Donc, on devrait, à mon sens, inclure les pharmaciens dans ces soins préconceptionnels. Donc là, il y a quelque chose à développer. Oui, tout à fait. Comme vous le disiez, c'est encore sous-développé et peut-être, voilà, on manque encore de généralisation sur cet outil-là. Et puis aussi, nous, on manque de temps, hein, Oui. sincèrement. Donc, il y a des options qui peuvent être ouvertes. Et la santé, de toute manière, c'est l'affaire de tous, hein. Donc, on est tous concernés par ça. Et à ce moment-là, on peut ouvrir un maximum et chacun a sa place, hein. Merci de le rappeler, Béatrice. Une autre question maintenant concernant ce que vous aviez présenté en dernière partie sur la pleine conscience. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler les acronymes que vous avez cités, s'il vous plaît? Alors, en pleine conscience, le MBSR. Alors, MPC, c'est méditation pleine conscience. MBSR, c'est Mindfulness Based Stress Reduction. Donc, c'est le modèle de John Kabat-Zinn. Après, MBCP, c'est Mindfulness Based Childbirth and Parenting. C'est le modèle extrait directement du MBSR appliqué à la parentalité. Très bien, merci pour ces précisions. Et donc, une question relative à la pratique de la méditation alors, en l'occurrence, c'est dans le soin. La question m'est posée comme ça. Avec des personnes pour lesquelles il est très efficace d'intervenir en utilisant de la méditation, et pour d'autres qui visiblement seraient beaucoup moins efficaces, voire même mettraient les personnes en difficulté. Est-ce que vous avez une visibilité sur… Alors, effectivement, on a aussi beaucoup écrit sur les effets indésirables, les complications, les contre-indications de la méditation pleine conscience. C'est vrai. Bon, d'un autre côté, quand on fait de la méditation, c'est aussi pour aller à la rencontre de soi. Donc, forcément, il va y avoir une émergence de ses propres difficultés qu'il va falloir mettre en lumière et savoir régler. Donc, pour certains, ça peut être extrêmement difficile et déstabilisant, effectivement. Donc, il faut savoir poser ses intentions délibérément quand on veut faire de la pleine conscience. C'est-à-dire être prêt à accueillir avec bienveillance tout ce qui se présente dans l'esprit, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Et ça, c'est peut-être pas donné tout de suite à tout le monde. Donc, il y a un processus peut-être préalable pour certains avant d'entamer une véritable un véritable cursus en pleine conscience.
Donc, nous, on a toute une vie pour ça, hein, de toute manière. Donc, chacun, de toute manière, va démarrer son chemin là où il est, et c'est juste une question de conscience. Donc, et puis d'accepter ses difficultés, ses limites, et puis sans se juger, en s'accueillant, surtout avec douceur et bienveillance, et avec autocompassion. Et je pense qu'on n'a pas encore, on n'ouvre pas suffisamment la porte de l'autocompassion et de la compassion dans le soin. Notamment, en tout cas, ces questions-là commencent à être timidement, à rentrer timidement malgré tout en promotion de la santé. On commence à voir émerger ces questions-là. Vous m'arrêtez si je me trompe, Béatrice, mais ces programmes sont portés par Santé publique France au niveau national. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Au niveau national, par Thierry Cardozo, hein, qui intervient comme enseignant dans le DU sur la parentalité et la pleine conscience qui va s'ouvrir là à Metz bientôt. On vous remettra sur la page dédiée du DRAPS, on vous remettra le lien vers Santé publique France qui vous permettrait d'aller plus loin sur ce programme et vous permettre d'avoir plus d'informations si jamais ça vous intéresse. Je passe à une autre question. Est-ce qu'une consultante en lactation peut-elle, au cours de ses consultations, donner ce type d'informations que vous venez de nous délivrer? Bien sûr. On peut anticiper votre réponse. Alors, je dis, bien sûr, elle peut le donner, mais effectivement, moi, par expérience, je crois que l'information, elle doit être capable de s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Et c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des personnes qui peuvent trouver cette intervention comme intrusive ou comme dérangeante ou comme jugeante et effectivement, moi, j'insiste aussi sur cette bulle de confort que certaines personnes ont et qu'elles ne veulent absolument pas qu'on effracte d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est pas toujours facile à repérer. Mais bon, c'est l'expérience qui permet aussi de montrer ça, et on se frotte en permanence à son expérience et puis à tâcher de comprendre un petit peu quels sont les enjeux et aussi être capable de recevoir des retours qui sont pas forcément positifs, voire même très négatifs. Mais bon, après, on avance avec ça, hein, voilà. L'essentiel, c'est d'être sur la même longueur d'onde, mais on n'y est pas toujours. Merci. Je rappelle simplement que la thématique de l'alimentation sera traitée le mardi 1er décembre en visioconférence. Je dis ça pourquoi? Parce que je suis en train de lire pas mal de commentaires et de questions relatives à l'alimentation. Et le DU dont vous parliez, est-ce qu'il s'agit du DU à Metz? Oui, c'est le DU de Metz. Voilà, oui. Très bien. Donc, vous avez la réponse pour la personne qui a posé la question dans le chat. Je vous propose maintenant de passer au témoignage de Violette. Donc, Violette est puéricultrice à la Polyclinique Grand Sud. Elle anime des ateliers nesting auprès des parents et futurs parents. Bonjour Violette. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être présente. Voilà, je vais vous laisser la parole. Je crois que vous n'avez pas forcément de support, si ce n'est quelques fiches à nous présenter, que nous allons pouvoir partager plutôt dans le chat au vu des problèmes de connexion que nous avons rencontrés avec Béatrice. On ne va pas retenter le diable, si je puis dire ainsi. En tout cas, la parole est à vous. Je vous remercie. Très bien, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et donc, du coup, je vais témoigner des ateliers, de ce qui se passe dans les ateliers nesting. Nesting, ça veut dire faire son nid en anglais. Et donc, du coup, nous accueillons des groupes de 12 à 15 personnes lors de nos ateliers. Et donc, pour faire ces ateliers, il faut avoir eu une formation en santé-environnement. On est des animatrices en atelier santé-environnement. Et donc, du coup, ce sont des ateliers participatifs où, effectivement, tout le discours scientifique que vous avez entendu aujourd'hui avec Béatrice et les jours précédents, on essaye de le retranscrire avec des actions concrètes pour les mamans. Donc, concrètement, elles viennent passer 2 heures avec nous. Et au début, on introduit de façon à présenter le contexte, mais très rapidement, on les fait participer. Et je vous donne un exemple, on leur fait dessiner le plan de leur maison
en leur demandant quelles pièces seraient plus saines et les autres moins saines. Donc, du coup, ça leur permet déjà de s'investir, de participer, de les faire réfléchir sur elles-mêmes. Et ensuite, on fait un débriefing ensemble où sur un tableau, on va mettre les différentes pièces avec des choses saines et moins saines. Et chacune, les unes les autres, vont comprendre que elles ont des points communs au niveau, par exemple, des produits ménagers, au niveau de la Wi-Fi. Voilà, donc c'est vraiment l'environnement intérieur, leur propre maison. Il y a aussi des papas qui viennent et puis des membres de la famille, donc soit des grands-mères ou des copines, voilà. Mais c'est à chaque fois deux personnes. Donc du coup, il y a un échange qui se fait, on va dire convivial. Et ce qui est important dans l'attitude de l'animateur, c'est d'être dans la bienveillance, évidemment, puisque le discours scientifique est quand même très anxiogène. L'idée, c'est de ne pas remettre une couche au niveau de l'anxiété, mais d'aller vers quelque chose de positif, c'est-à-dire faire émerger les connaissances de chaque personne pour qu'après, petit à petit, avec des outils qu'on va leur donner, elles puissent se faire leur propre changement. C'est celui qui leur correspond dans leur maison et dans ce qu'elles ont envie de faire pour leur bébé. Parce que l'idée, c'est que évidemment, la femme enceinte est une personne qui est sensible et qui, dans les meilleures conditions, va vouloir le meilleur pour son enfant. Donc forcément, elle va avoir des attitudes de changement qui viennent d'elle-même en fait, de leur envie personnelle. Donc c'est sur ça qu'on va appuyer, et on va conforter leurs idées, c'est-à-dire s'il y en a une qui dit ah ben moi j'ai arrêté la javel parce que par exemple ça me faisait mal à la tête quand j'utilisais la javel, eh bien on va rebondir sur ce que dit cette dame et puis ça va faire réfléchir les autres. Donc du coup ça c'est intéressant. Et ensuite, on a sur la table, donc c'est là où c'est participatif, différentes familles de produits. Par exemple, les produits ménagers, les ustensiles de cuisine, les produits cosmétiques pour la femme, mais aussi les produits cosmétiques pour l'enfant. Donc, on a différentes familles qui sont placées sur la table. Et pendant un quart d'heure, on va faire des petits groupes et on va leur laisser elles vont faire d'un tri des différents objets qui sont sur la table avec des petits smileys verts avec un sourire, donc ça, elles pensent que c'est sain. Ensuite, rouge, elles pensent que c'est moins sain. Et puis, il y en a un qui est jaune où elles ne savent pas trop le classer. Donc là-dessus, chacune va aussi apporter ce qu'elle sait et l'autre personne va aussi partager. Donc vous voyez, c'est pas nous qui amenons toutes les informations. Et puis pour s'aider, elles ont des petits supports. Donc là, par exemple, des mini-guides qui ont différents thèmes avec différentes familles. Donc celui que je viens de vous montrer, c'est sur les ondes électromagnétiques. Et puis elles ont des fiches aussi qui sont sur la table. Où, par exemple, là, elles vont avoir une fiche qui leur permettent de choisir les plastiques les moins toxiques, vous voyez, avec les petits logos. Je vous donne un exemple aussi, par exemple, sur la table, vous voyez, je fais avec les moyens du bord. Sur la table, elle va avoir une bouteille en plastique comme ça, et elle va avoir aussi un objet en inox. Et donc, du coup, la plupart du temps, celui-là, elles le mettent dans le rouge et celui-là, elles vont le mettre dans le vert ou alors elles ne savent pas et à ce moment-là, elles vont chercher avec les petits supports sur la table. Donc, vous voyez, c'est très animé comme atelier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de l'atelier, on leur demande, on leur fait remplir une petite feuille d'évaluation. Et on leur demande s'il y a une chose que vous changeriez en sortant d'atelier, qu'est-ce que ça serait? Et là, c'est très intéressant parce que du coup, voilà, elles sont obligées de réfléchir un petit peu et de s'investir dans ce qu'elles ont entendu.
Et en plus, bon, à chaque fois, c'est une chose différente. Hein. Il y en a une qui va dire, bon, moi, effectivement, je vais arrêter la javel. Je vous donne un exemple. On avait un papa qui a témoigné, qui dit, moi, je suis habitué à mettre une goutte de javel dans l'eau pour faire la vaisselle. Donc, effectivement, là-dessus, on l'amène à réfléchir. Et effectivement, à la fin de l'atelier, il a dit, bon, je vais arrêter la goutte de javel dans la vaisselle. Lorsque je fais la vaisselle. Et voilà, il avait cheminé sur une chose, et l'idée, c'est d'impulser une dynamique de changement. Et donc, avec une chose qui change, on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont changer. Il y a très souvent, par exemple, les bacs de glace que vous achetez l'été, en général, vous les gardez pour conserver des aliments. Par exemple, vous avez cuisiné, vous avez mis les aliments dans ce bac à glace, vous l'avez mis au congélateur et ensuite vous le réchauffez au micro-ondes. Oui. Donc ça ressort très souvent. Donc souvent ils disent, bon, à ce moment-là, on va changer, on va jeter nos bacs à glace et on va acheter des plats en verre, par exemple. Oui. Sur la table, il y aura des plats en verre et ils vont voir concrètement, ils vont choisir ce plat en verre en se disant, oui, je vais plutôt acheter ça. Donc, vous voyez, dans ces ateliers, c'est vraiment des choses concrètes, ludiques quand même, puisque on met aussi de l'humour dans ces ateliers pour que ce soit plus facile à vivre. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on veut faire vivre vraiment, c'est l'empathie, la bienveillance, l'humour, pour que les gens ne se sentent pas trop coincés par ce discours sur santé environnement et qui met quand même beaucoup de pression auprès des parents. Donc, je pense que Béatrice est d'accord avec moi. Et ces ateliers nous permettent d'avoir une dimension plus agréable. Et ensuite, lorsqu'on retrouve les parents, lorsque la dame a accouché, du coup, souvent, ils nous reconnaissent, ils nous disent, ah oui, depuis l'atelier, on a pensé à vous, souvent, ils disent, et on a fait des choix différents. Quand je suis allée acheter, par exemple, les ustensiles de cuisine, j'ai pris des choses plutôt en inox, plutôt en plastique. Voilà, ils partagent avec nous ça. Et ensuite, on utilise aussi le support des carnets de santé, puisque maintenant, le discours dans les carnets de santé, il y a quelques messages en santé-environnement. Par exemple, bien aérer les pièces. Et là, aérer les pièces, souvent les gens aèrent le matin, mais ils n'aèrent pas le soir. Donc, du coup, c'est marqué dans les carnets de santé, donc on utilise ça aussi comme support. Donc, voilà. Je ne sais pas si je peux encore parler. C'est, Vous avez le temps, Violette, oui. Encore le temps. Tout à fait le temps. Si vous souhaitez poser des questions pour Violette, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Nous y reviendrons dans les quelques minutes à la fin de la demi-heure qui nous est accordée. En matière de fiches aussi, vous voyez, on a, puisqu'il y avait des personnes qui posaient sur l'alimentation, on a aussi des fiches où les aliments sont choisis en fonction du label AB. Donc, du coup, ça leur permet de choisir les fruits et les légumes de façon, est-ce que je vais l'acheter bio ou pas bio? Est-ce que ça a une incidence plus importante? Là, par exemple, ça aura une incidence sur le raisin et moins importante sur les endives, par exemple. Oui. Donc ça, ce sont des fiches pratiques qui leur permettent de choisir. En fait, l'idée de l'atelier, c'est de leur donner plein d'outils pour qu'elles puissent elles-mêmes après faire des choix. C'est pas nous qui allons leur dire faites comme ci, faites comme ça. On leur permet de faire des choix en fait. On va leur donner beaucoup de références sur lesquelles elles pourront s'appuyer ou aller chercher. Et il y a aussi, oui. Est-ce qu'il y aurait un sujet qui émerge et qui serait peut-être le plus compliqué à faire? Je dirais le plus compliqué, c'est les ondes électromagnétiques. Ouais. Parce que là, tous, ils ont évidemment un portable et tous, ils ont la Wi-Fi. Voilà. Et donc, sur le portable, elles savent bien que c'est pas l'idéal. Donc, du coup,
on essaye souvent, hein, elles partagent entre elles, ah oui, je mets mon portable sur mon ventre, la femme enceinte met facilement son portable sur le ventre, donc là on donne des conseils. On leur dit aussi d'utiliser le haut-parleur ou alors des écouteurs avec les fils, d'avoir moins le téléphone près de l'oreille. On leur dit aussi s'ils peuvent couper la Wi-Fi la nuit. Voilà, parce que la nuit, on s'en sert pas. Alors souvent, ils nous disent, mon mari travaille la nuit. Ouais, en même temps, il travaille pas toute la nuit non plus. Donc voilà, des petits gestes comme ça, de couper la Wi-Fi. On leur donne aussi des informations sur quel portable elles pourraient acheter ou qui est moins nocif, ou quel téléphone, ou quel ordinateur. Voilà, sur les supports, sur les guides et sur les fiches, il y a des informations. Mais ça, c'est difficile parce que c'est tellement rentré dans les mœurs que du coup, la sensibilisation par rapport à la Wi-Fi. Et en plus, si vous voulez, on ne peut pas se permettre non plus de dire ça peut engendrer des cancers. Voilà, on n'est pas là pour donner ce discours-là anxiogène. Donc du coup, évidemment, on n'utilise pas de discours anxiogènes pendant l'atelier, mais en même temps, c'est vrai que le problème des ondes électromagnétiques, il existe. Merci Violette. Quelques questions qui commencent à arriver. Oui. Comment faites-vous pour informer les futurs parents de la mise en place de ces ateliers? Comment est-ce que vous communiquez? Alors, du coup, on a un site au niveau de la clinique, le site de la clinique, et ensuite, les patientes viennent s'inscrire en général vers le 3e, 4e mois de grossesse, et en fait, on leur propose plusieurs ateliers, et donc un atelier santé-environnement. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait une petite participation. Je pense qu'on va réfléchir là-dessus parce qu'on a vu que lorsqu'on en proposait sans participation, une fois on avait fait France 3 était venu filmer un atelier, donc il n'y avait pas de participation, on avait un autre public. Donc la participation financière, même si c'était que 5 €, ça peut être discriminant, donc c'est dommage. Donc là, on va peut-être réfléchir là-dessus pour que ce soit gratuit. Voilà, donc c'est au moment de l'inscription. Et puis, Béatrice, pendant ses consultations, en parle. On a fait aussi un peu de communication auprès des sages-femmes libérales, donc elles en parlent aussi. Mais c'est surtout à l'inscription, en fait. D'accord, merci. Comment, alors, une question d'une jeune infirmière diplômée d'un master en éducation en santé, comment faire pour animer ce type d'atelier? Alors déjà, on a été formés, ça s'improvise pas. Donc on a eu, donc c'est l'organisme WECF qui organise qui met en place ces ateliers. Et ce sont des ateliers qu'on peut retrouver au niveau international. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, pendant 6 jours, on a une formation scientifique. Donc là, qui est assez anxiogène si on n'est pas du tout sensibilisé à ça, parce que j'en parle parce que moi, ça fait 26 ans que je travaille et j'ai déjà été longtemps sensibilisée à ça. J'ai mis ça en place pour mes enfants, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais mes jeunes collègues, lorsqu'elles sont sorties de 6 jours de formation, elles étaient assez perturbées. Donc, du coup, il faut digérer ces informations. Et ensuite, pendant cette formation, on nous apprend aussi à animer l'atelier et on fait plusieurs ateliers in situ où l'animatrice nous aide et nous guide pour avoir une attitude bienveillante. Parce qu'effectivement, je pense que, en fait, pour pouvoir animer ces ateliers, il faut quand même avoir une sensibilité particulière. On ne peut pas dire telle personne d'une équipe va être formée en santé et en environnement, elle va faire des ateliers. Je ne pense pas que ce soit judicieux. Il vaut mieux donner la possibilité au personnel de se dire, voilà, on va vous former qui veut se former en santé et environnement, et ensuite avoir une attitude où nous, soi-même, on sait gérer à peu près ce côté anxiogène des informations scientifiques. Et ensuite, on arrive à le transmettre aux parents, toujours en les valorisant. Ça, c'est très, très important parce que c'est vrai qu'en début d'atelier, parfois, ils sont un petit peu figés. Et ensuite, une fois que la dynamique a prise, alors là, après l'atelier, on n'arrive plus à l'arrêter. Si vous voulez, elles parlent les unes avec les autres. Et après, ça dure 2 heures et souvent 2 heures et demie parce qu'elles ont du mal à arrêter de parler, quoi, d'échanger en tout cas.
Je rappelle simplement que votre collègue de la Polyclinique Grand Sud, Madame Cassini, viendra aussi témoigner lors de la dernière table ronde du 11 décembre sur la thématique « Comment je me lance concrètement aussi dans une démarche en éducation et promotion de la santé sur ce sujet en particulier ». Sachant qu'elle va aussi nous relater, elle, la manière dont ça s'est fait à la Polyclinique Grand Sud, voilà, au niveau des initiatives de la direction de la clinique, en l'occurrence. Alors, des questions continuent de s'exprimer. Les ateliers nesting sont-ils aujourd'hui généralisés en France? Non. Est-ce que vous avez une petite visibilité là-dessus? Alors, je ne saurais pas le chiffre exact, mais ce n'est pas généralisé. Par contre, je sais que très souvent, quand il y a un label IHAB qui est mis en place dans une maternité, très souvent, les ateliers nesting vont ensemble. Donc ça, c'est intéressant parce que dans la période des 1000 jours, il y a la dimension du label IHAB qui est intégrée. Hein, donc, finalement, les deux vont ensemble. Alors, si je regarde les maternités IHAB, eh ben, ça correspond à 44 établissements labellisés et équivalent en démarche d'évaluation. Donc, ça fait pas, c'est pas énorme. Hein, en fait. Je rappelle simplement IHAB, Initiative Hôpital Amis des bébés, pour l'acronyme. Oui, merci. Alors, des questions. Est-ce que vous vous déplacez dans la région pour animer des ateliers? J'imagine que non. Vous, Violette, en tout cas, vous restez là où vous travaillez. En revanche, il me semble qu'il y a des formations qui sont proposées sur l'ensemble du territoire. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire l'organisme WECF décline des personnes qui ont été des formateurs, hein, donc in situ, donc ils peuvent très bien venir dans votre établissement. Après, ce qu'on a fait avec Béatrice, on en a fait quelques-uns quand même d'ateliers justement pour sensibiliser, alors plutôt les professionnels de santé. Donc on a fait un atelier aux journées Gilles Argot. L'année dernière à la Grande Motte. Donc là, on avait un public obstétricien et puis sage-femme. Et c'était très intéressant parce que là aussi, on fait notre atelier de façon classique. Hein. Donc du coup, les personnes qui sont en face de nous, effectivement, ce sont des professionnels de santé, mais au final, on parle de leur maison et ça devient des personnes où on n'a plus la dimension professionnelle, mais on les fait travailler sur leur propre maison et ce qu'ils utilisent comme produits ménagers et ainsi de suite. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça les interpelle eux-mêmes. Comme ça, après, ils pourront se sensibiliser à ça et aller un petit peu plus loin. Donc, effectivement, sensibiliser aussi les professionnels de santé à travers ces ateliers, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que le problème, c'est que le discours scientifique, il est là, il existe, mais il faut une étape de plus pour que ça puisse sensibiliser les personnes individuellement. Voilà. Donc, les ateliers, je pense que c'est un bon exemple, un bon support pour transmettre le message, en tout cas. Une personne éducatrice de jeunes enfants, faut-il nécessairement être professionnel de santé pour accéder à ce type de formation? Non, non, pas du tout. Justement, les professionnels de la petite enfance, c'est très intéressant. Et en fait, l'organisme décline 2 ateliers, c'est-à-dire l'atelier nesting spécifique pour la femme enceinte, donc ça veut dire faire son nid. Et ensuite, dans le même type, il y a Ma maison, ma santé. Et ça aussi, c'est très intéressant, notamment peut-être à mettre en place dans les PMI, parce que en fait, rien que pour les produits ménagers, franchement, les gens sont déjà sensibilisés à ça. Et en fait, le côté pratique, notamment des petites recettes. D'ailleurs, dans les supports qu'on vous fait passer, il y a le Grand Ménage qui est un petit livret d'une vingtaine de pages qui est vraiment, moi, que j'utilise depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que dès que je veux un produit pour nettoyer quelque chose, je vais voir dans ce livret et il va me dire, utiliser du savon noir ou du vinaigre ou du bicarbonate de soude. Il y a plein de recettes. Et donc, du coup, dans les ateliers Ma maison, ma santé, là aussi, il y a vraiment un échange de recettes, entre guillemets, entre les participants et notamment des gens qui sont en précarité.
Et le fait de faire des actions comme ça leur permet aussi de faire des économies, parce que le problème, c'est qu'ils achètent souvent plusieurs produits ménagers, et en les faisant soi-même avec 2-3 produits de base, ça leur fait faire vraiment des économies. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est intéressante. Merci beaucoup, Violette. Quelques personnes rappellent qu'il existe à ce jour des ateliers nesting qui sont dispensés par la Mutualité française, notamment en Bretagne, Oui. Et qu'à La Rochelle, par exemple, il existe des ateliers nesting qui sont gratuits. Oui. Voilà, donc merci pour vos commentaires. On reviendra de toute façon lors de l'avant-dernière table ronde sur concrètement comment réduire les expositions. Donc, toutes les petits trucs et astuces dont vous venez de nous faire un petit peu le teaser vont être développés. Donc, la mutualité sera présente, elle viendra nous présenter le programme FAIT, dont a parlé aussi Béatrice tout à l'heure. Santé publique France viendra aussi nous présenter le site Agir pour mon bébé. Oui. Agir pour bébé, pardon, qui est très bien fait, voilà, qui est très intuitif. Donc, tous ces petits trucs et astuces, on reviendra dessus. On parlera cosmétique, on parlera aussi immobilier. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé là aujourd'hui, mais c'est une question très importante. Oui. On parlera des couches et des objets et accessoires de puériculture. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il reste plein de questions, on reviendra sur tout cela. Et je rappelle simplement qu'on a la séquence dédiée à l'alimentation de la femme enceinte et du jeune enfant qui se déroulera mardi, donc sur le même créneau horaire. Mesdames, je vous remercie infiniment, c'était extrêmement intéressant. Merci aux participants, participantes d'avoir posé des questions. Je vous rappelle simplement que l'enregistrement sera disponible d'ici quelques jours sur le site du DRAPS. Guillaume a pu vous mettre le lien dans le chat. Et puis, on relaiera bien entendu toutes les fiches dont vous nous avez parlé, Violette, et les sites qui vont nous être utiles pour la suite. Un grand merci à vous en tout cas, et je vous souhaite une bonne suite. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Et merci.